Tout au long des siècles, explorer l'espace fut un rêve impossible. Mais deux scientifiques rivaux furent happés par la course vers l'accomplissement de ce rêve. Leur lutte allait changer l'histoire. Sergueï Korolev, libéré du goulag pour devenir le chef du programme spatial soviétique. C'est lui qui lança le premier satellite. Il y a eu un communiqué. Les Russes viennent d'envoyer un satellite dans l'espace. Ainsi que Yuri Gagarin, le premier homme à voyager dans l'espace. Malgré tous ses succès, l'identité de Korolev est l'un des secrets d'État les mieux gardés. Ces images nous parviennent en direct de Moscou. En Amérique, son rival Werner von Braun lutte pour combler son retard. Les soviétiques seraient prêts pour un vol d'essai en novembre. On ne peut pas se permettre de trimballer cette capsule d'un état à un autre alors qu'ils sont en orbite au-dessus de nos... Vous préférez sans doute qu'on tue un astronaute? Après le lancement du premier astronaute américain dans l'espace, von Braun a comblé son retard. Et avec la création de la NASA, Décolle, ma belle, décolle! la Lune est désormais à sa portée. The eyes of the world now look into space. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Nous sommes maintenant en 1964. S'il vous plaît, commencez la projection. Le rôle capital de Sergueï Korolev dans le programme spatial est un secret bien gardé en Union soviétique. Alors qu'aux États-Unis, le grand public est informé de l'avancée des travaux de son rival. Le projet Apollo, destination Lune. Quelle sera la fusée qui emportera ces hommes à destination dans leur capsule révolutionnaire Apollo? Écoutons les explications de son concepteur, l'ingénieur le plus célèbre du monde, le docteur Werner von Braun. Mesurant plus de 100 mètres de haut, la Saturne V fera figure de géante parmi les fusées. Son poids, équivalent à celui d'un croiseur, sera soulevé par son premier étage, constitué de 5 moteurs, qui développeront une poussée de 3750 tonnes, assez pour placer plus de 1500 Spoutnik en orbite. Nous sommes à l'ère de l'espace. L'exploration spatiale est aujourd'hui indispensable à la dynamique américaine et essentielle à la préservation de la paix. Les deux hommes rêvent d'aller sur la Lune depuis plus de 30 ans. Mais Korolev ne peut pas l'emporter avec la fusée dont il dispose. Vous imaginez l'argent qu'ils ont? Nous ne réussissons même pas à faire approuver notre projet sans parler des budgets. Ce diable de von Braun a de la chance. D'abord les nazis, ensuite le gouvernement américain. Vous pouvez rire, Vassili, mais il le fera décoller, son croiseur. Notre N1 n'a même pas réussi à décoller de la planche à dessin. Mais le Politburo tient à envoyer des hommes sur la Lune. Et ils savent qu'il nous faut une fusée plus puissante comme la N1 si on veut y arriver. Vous croyez? Vous croyez vraiment qu'ils en sont conscients? Ou qu'ils attendent de nous qu'on fasse des miracles, comme on l'a toujours fait? Sans une fusée de la puissance de la Saturne, nous échouerons. Les moteurs de la Saturne fonctionnent sur le même principe que tous les moteurs de fusée dont vous voyez ici un exemple. La partie la plus importante est la plaque d'injecteur, une sorte de douche géante qui répand le carburant dans la chambre de combustion où il s'enflamme. C'est un procédé qui doit être d'une extrême précision, où le moteur ne fonctionne pas. Laissez-moi vous faire une démonstration. Imaginez la même chose en 1000 fois plus violent, le carburant étant injecté en quantité suffisante pour remplir une piscine de taille moyenne toutes les 10 secondes. C'est ce à quoi nous devons parvenir, avec notre F1. Le moteur de fusée le plus puissant jamais construit. Si nous échouons, nous n'irons jamais sur la Lune.
Donc, nous testons le moteur 008, plaque d'injecteur F367. Ce sont bien vos instructions. L'ingénieur en chef Paul Castenholz effectue les essais de moteur depuis 2 ans. Oui, monsieur. C'est le 008 et la plaque F367. Mais le prototype de conception ambitieuse a des problèmes de mise au point. Évacuation du site. Je crois que nous sommes prêts. On va aller au blocos. Prêt à la procédure d'essai. Mise en route des turbopompes. Préparation à l'allumage du moteur dans 10, 9, 8, 7... À l'intérieur du moteur, la partie la plus importante est la plaque d'injecteur. Elle procède au mélange des carburants liquides par des milliers d'orifices minuscules. Lors de la combustion de milliers de litres de kérosène et d'oxygène liquide, les émissions de gaz créent une très forte hausse de pression. Ça se passe plutôt bien. Regardez, il y a quelque chose là à droite. Le moindre incident au cours de cette opération délicate peut conduire au pire cauchemar du concepteur. L'instabilité de la combustion. Il suffit de presque rien. Tenez-moi au courant des modifications pour le prochain essai. Von Braun a besoin de 5 de ses moteurs parfaitement synchronisés pour que sa Saturne quitte le sol. Un engin d'une taille pareille, ça ne fonctionnera jamais. Il faut que ça fonctionne. Ou c'est sûr, il n'ira jamais sur la Lune. Passe. Allons-y. Combien de fois as-tu déjà essayé? Jamais il ne fera la paix avec toi. Parce qu'il est jaloux. Il l'a toujours été. C'est vrai. Mais j'ai besoin de lui. Et il le sait. Ses moteurs ont lancé le Spoutnik, Gagarine, et il sait qu'être associé à la N1 sera un gros point pour lui. Le Politburo n'a toujours pas accordé de financement pour la fusée spatiale de Korolev, la N1. Afin d'obtenir gain de cause, il espère, avec l'aide de sa femme, convaincre le chef du programme des moteurs de missiles soviétiques, Valentin Glouchko, de s'associer au projet. Glouchko qui a toujours envié le succès de Korolev. J'ai déjà été parfaitement clair là-dessus avec le comité central et avec le Politburo. Ma réponse est non. À moins que tu ne changes de carburant, ce que tu refuses de faire. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Tu sais bien que je ne peux pas accepter. Abandonner l'oxygène liquide signerait la mort de la N1. Nous n'avons plus de temps à perdre. Tu as vu que Von Braun utilise de l'oxygène pour sa Saturne? Mais je ne l'ai pas vu décoller. Est-ce qu'on va sur la Lune, oui ou non? Sûrement pas avec de l'oxygène liquide qui nécessite d'énormes moteurs. Même un étudiant connaît les problèmes inhérents à l'instabilité de la combustion. Ça n'a rien à voir avec l'oxygène, n'est-ce pas, Valentin? C'est entre toi et moi. Je sais tout ce que tu racontes sur moi, la façon dont tu as pourri mes relations avec Khrouchtchev. Aujourd'hui, tu fais la même chose avec le Politburo et Brejnev. Sors de chez moi. Tu n'as jamais supporté que je réussisse. Tu ferais n'importe quoi pour ruiner mes chances. Ça suffit, tu t'en vas, et tout de suite! Avec plaisir, Valentin Petrovitch. Si tu ne veux pas le faire, j'y arriverai sans toi. Il y avait peut-être un meilleur moyen. Tu disais que le Politburo ne t'accorderait aucun financement sans Glouchko sur le projet. Je vais régler ça, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Sergueï, qu'est-ce qui se passe? Non, non, tout va bien, Tu ça va, devrais ça va. t'asseoir. Allons, Assis-toi, s'il te plaît. Conduisez-nous directement à la maison. Comme tout le projet à destination de la Lune dépend du succès de ses moteurs, Von Braun choisit une méthode radicale. Une petite bombe est introduite dans le moteur pour provoquer délibérément l'instabilité.
résiste à l'onde de choc provoquée par la bombe, Von Braun saura qu'il a la solution. Procédure d'allumage de la charge. Tous ces échecs montent l'opinion publique contre Von Braun. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'enrichir les sociétés privées avec nos impôts? Nous ne dépensons pas cet argent sur la Lune. Nous le dépensons ici, aux États-Unis. Nous créons des emplois et de nouveaux produits. Vous les créez ou vous les détruisez? A man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. A Nazi schmazi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Le coût de la reconception des composants et des tests successifs s'élève à 10 millions de dollars jusqu'à ce qu'enfin Von Braun fasse une avancée. Excellent, Paul. Merci, merci. Alors, dites-moi, quel était le problème? Pour être franc, monsieur, je l'ignore encore. Mais il a bien été résolu. Notre nouvelle plaque d'injecteur semble neutraliser l'instabilité. Mais on ignore encore d'où elle provient. Quoi qu'il en soit, nous avons un moteur qui fonctionne, alors le F1 est opérationnel. Mais ça pourrait se reproduire. Il va devoir construire les moteurs sans être certain que le problème soit résolu. Pourquoi tant de hâte? Apparemment, les Russes ne font rien. Ne soyons pas naïfs. Les Soviétiques ont compris la signification de la conquête de l'espace. Ils veulent aller sur la Lune avant nous et peuvent nous surprendre d'un jour à l'autre. Ici Diamant 1. Prêt pour la sortie? Tout comme le craint Von Braun, Korolev est prêt pour une nouvelle première historique. Le cosmonaute soviétique Alexei Leonov devient le premier homme à marcher dans l'espace. Diamant 1 appelle Aurore. Tout se passe très bien. Au-dessous de moi, je vois des nuages. L'océan. Et le Caucase. Je peux voir le Caucase juste au-dessous de moi. Korolev espère que l'impact de cette marche dans l'espace l'aidera à persuader le Politburo de financer sa mission sur la Lune. Le scaphandre réagit bien. Diamant 1, ici Aurore. Vous avez atteint votre objectif. Rejoignez votre vaisseau spatial. Oh non. Je n'arrive pas à rentrer dans la capsule. La pression augmente dans mon scaphandre. J'arrive à peine à remuer les doigts à l'intérieur de mes gants. Je n'arrive pas à m'introduire dans le sas. Oh non, c'est pas vrai. Le scaphandre de Leonov est si dilaté qu'il ne pourra jamais entrer dans le sas. Alexei, essayez d'utiliser la valve de dépressurisation pour évacuer de l'air. Leonov lutte 12 minutes à l'entrée du sas. Et d'une dernière poussée, il finit par réussir à réintégrer le vaisseau spatial. Aujourd'hui, l'Union soviétique a annoncé avoir accompli avec succès la première marche dans l'espace. Le cosmonaute, le lieutenant-colonel Alexei Archipovitch Leonov, a passé 22 minutes et 41 secondes à l'extérieur de son vaisseau spatial. Le Politburo n'évoque pas le fait que la mission ait frôlé la catastrophe. Von Braun ne peut que supposer que les Soviétiques ont pris de l'avance. Pour ne rien arranger, les combats s'intensifient au Vietnam.
L'Amérique est déchirée et la protestation s'accroît. Von Braun craint de perdre le soutien du public pour sa mission vers la Lune. On le surveille depuis la Russie. Korolev connaît parfaitement jusqu'au montant des fonds dont il dispose. Tous les efforts de l'industrie américaine se concentrent sur le programme lunaire de la NASA. À travers tout le pays, dans ses hangars d'assemblage, la gigantesque fusée Saturn V prend forme. Au cours de vols d'essai en haute altitude, les astronautes préparent chaque étape de leur mission. Pour la seule année 1965, la NASA s'est vue allouer plus de 5 milliards de dollars pour mener à bien sa conquête de l'espace. Monsieur. Ça y est, je l'ai. Tenez. Nous avons obtenu leur accord pour une mise en orbite lunaire en l'honneur des 50 ans de la Révolution et une mission sur la Lune d'ici 3 ans ou plus. Nous pouvons lancer la production de la N1 à partir d'aujourd'hui. Cependant, il ne nous alloue que la moitié des fonds demandés. Korolev a au moins obtenu le feu vert pour se lancer contre les Américains dans la course à la Lune, mais avec seulement une partie de l'argent nécessaire. C'est aussi une question de chance. Il ne tarde pas à remplacer Glouchko. C'est Nikolai Kuznetsov qui concevra les moteurs de sa nouvelle fusée. De combien de moteurs sera composé le premier étage de la fusée? Le premier étage? 24 moteurs. 24? Mais il en faudra 24 pour délivrer la poussée nécessaire. Nikolai, la fusée américaine, la Saturn, n'en a que 5. Comment peut-on contrôler 24 moteurs en même temps? On trouvera un moyen. C'est une conception très ingénieuse. dont je suis ravi de dire qu'elle va rendre Glouchko vert de rage. Autre chose, comment allez-vous réussir à tester tout un étage de 24 moteurs? Lors du lancement. Vassili, on n'a pas les moyens. Et puis d'ailleurs, il nous faudrait 3 ans pour bâtir un centre d'essai assez grand. Pendant la construction de sa fusée pour la Lune, Korolev invite les cosmonautes à voir la maquette de la capsule à bord de laquelle ils iront sur la Lune, le Soyouz. Elle pèse 6500 kilos et peut transporter 3 cosmonautes. Leonov, Gagarine et Komarov sont les 3 candidats. La capsule possède des panneaux solaires pour l'énergie auxiliaire. Mais l'innovation la plus importante, c'est qu'on peut la manœuvrer. Contrairement au Vostok, on pourra piloter cette capsule dans l'espace. Elle peut s'arrimer à d'autres vaisseaux. Donc, elle peut s'accrocher et se détacher d'un autre vaisseau spatial afin de descendre sur la Lune. Vladimir, à toi l'honneur. Son premier pilote, ce sera toi. Je vous en prie. C'est plus spacieux que le Vostok. C'est 2 fois plus grand. Eh bien, ça a fait l'objet d'un débat animé. Le jeune concepteur voulait la faire beaucoup plus petite. J'ai dessiné un cercle à la craie autour de lui de la taille qu'il proposait et je lui ai demandé d'y entrer. Nous avons continué la discussion et il a très vite accepté de la faire plus grande. Sergei Pavlovitch, tout va bien? Non, ça va. Rien de grave. Ne vous en faites pas. Bien. Yuri. Il faut que je vous laisse, Yuri. Messieurs. Après avoir quitté les cosmonautes, Korolev s'effondre, victime de terribles douleurs dans la poitrine. Les médecins lui ordonnent de se reposer. Vassili Mishin, son adjoint depuis 20 ans, s'occupe de tout en son absence. Oui, Vassili, vous avez parlé avec le ministre. Je suis allé le voir. Aucun budget supplémentaire ne nous sera alloué. Il faut leur soumettre un rapport. Ce n'est pas vraiment une surprise. À quoi vous attendiez-vous? Sergei, c'est au-dessus de mes forces. Ce n'est pas un travail pour moi. Je suis navré, mais je vais leur donner ma démission.
Je vous en prie, Vassili, reprenez-vous. Vous êtes tout à fait à la hauteur. Dites-leur seulement de continuer à tester les moteurs. Je m'occuperai du reste à mon retour. Pour ne rien arranger, la NASA a mis au point un nouveau vaisseau spatial, le Gemini, et elle envoie des hommes dans l'espace presque tous les 2 mois. Ils effectuent des sorties dans l'espace, font des manœuvres d'essai d'arrimage et établissent un record en restant 2 semaines en orbite. Un prélude à la mission Apollo qui doit les conduire sur la Lune. Sergueï, il faut que tu lises ça. Korolev ne dispose de rien qui puisse rivaliser. Il nous laisse loin derrière. Korolev est hospitalisé pour une chirurgie exploratrice au cours de laquelle on découvre une tumeur. Est-ce que tout se passe bien? Je suis désolé. On n'a rien pu faire. Le cœur trop fatigué de Korolev n'a pas résisté à l'anesthésie. Le résultat des privations et des épreuves endurées au cours de son emprisonnement au goulag. Après 20 ans passés dans l'anonymat, le président du Soviet suprême, Leonid Brejnev, décide de révéler le nom du génie qui a conçu le programme spatial soviétique. Le monde entier apprend son nom. Et l'homme qui jadis avait été envoyé au goulag a droit à des funérailles nationales sur la place rouge. Il devient enfin un héros du peuple soviétique. Et ses cendres sont scellées dans le mur du Kremlin. Werner von Braun découvre enfin l'identité de son plus grand rival. Je n'aurais jamais cru qu'il ne s'agissait que d'un seul homme. Comment feront-ils sans lui? À Cap Canaveral, von Braun entame la dernière ligne droite. À l'intérieur du plus grand hangar jamais construit, sa fusée géante à destination de la Lune, la Saturne V, est en cours d'assemblage. La NASA est quasiment prête à mettre en route la mission Apollo. Le 27 janvier 1967, les astronautes Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee pénètrent dans la nouvelle capsule Apollo pour un ultime entraînement au sol. Ce qui va se passer va plonger le programme lunaire dans une crise grave. Capcom, je ne vous reçois pas, répondez. Apollo 1, ici Capcom, maintenant vous me recevez? Oh, c'est Dieu. Apollo 1. Capcom, Apollo 1. Si je ne vous reçois pas à 8 km de distance, qu'est-ce que ce sera sur la Lune? Une étincelle transforme subitement la capsule en un terrible brasier. La mort des 3 astronautes stupéfie l'Amérique. L'étincelle a enflammé l'atmosphère de la capsule composée d'oxygène pur. La NASA doit revoir toute la conception de sa capsule Apollo, minutieusement et entièrement.
peine 3 mois plus tard, les Soviétiques sont prêts à tester leur équivalent de la capsule Apollo, le Soyouz. Une fois en orbite, le cosmonaute Vladimir Komarov est en difficulté. L'un des panneaux solaires refuse de s'ouvrir et prive la capsule d'énergie. Le panneau ne bouge pas. Aucun des instruments ne fonctionne. Il faut tenter une réentrée immédiate dans l'atmosphère. On va réduire la consommation d'énergie du Soyouz en orbite. Vassili Mishin, désormais chef du programme spatial soviétique, est confronté au premier grand défi de sa charge. Seuls les systèmes vitaux doivent être maintenus en service. Tous les autres doivent être coupés. Au cours de la 13e orbite du Soyouz, le système automatique de réentrée lui aussi tombe en panne. Les chances de survie de Komarov sont très minces. Son seul espoir est de piloter lui-même la capsule en détresse jusqu'au sol. Convaincu que cette tâche est impossible, Mishin appelle l'épouse de Komarov qui vient lui dire adieu. Contre toute attente, Komarov réussit brillamment à contrôler la chute du Soyouz dans l'atmosphère. Mais à la suite de la défaillance des parachutes de la capsule, il meurt lors de son écrasement au sol. Pourquoi avons-nous à subir tous ces échecs, hein? Je vais vous le dire. Travail grossier, mauvaise méthode, approche approximative, et tout le monde trouve toujours une excuse. Le système ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à obtenir ce que je demande. Des excuses qui ne servent qu'à couvrir le laisser-aller et le travail mal fait. Mishin a de plus en plus souvent recours à l'alcool pour résister à la pression. Il était donc de mon devoir d'en informer la commission d'État. De les informer qu'à cause de ce 3e échec, il nous sera impossible de célébrer le glorieux 50e anniversaire de la révolution bolchevique en envoyant des hommes dans l'espace. Les cosmonautes vont se plaindre de Mishin auprès des dirigeants du Soviet. Ils évoquent ses défaillances, son impatience, sa grossièreté et son ignorance. Mais rien n'est fait. 2 mois plus tard, Gagarine lui-même trouve la mort au cours d'un accident d'avion. La disparition de Gagarine, si peu de temps après celle de Korolev, assène un coup terrible au programme spatial soviétique, qui vacille au bord de l'effondrement. Aux États-Unis, Von Braun est prêt pour le vol d'essai de sa fusée Saturne V, un vol inhabité, une répétition du grand jour. Du haut de ses 110 mètres, elle pèse plus lourd qu'un croiseur. Le poids le plus important qui ait jamais quitté le sol. 150 personnes sont nécessaires pour contrôler le compte à rebours. La Saturne V de Von Braun doit placer une capsule Apollo inhabitée sur orbite. On y est. Tout a été vérifié. Par mesure de sécurité, la presse est cantonnée à plus de 5 km de là. Pour Von Braun, tout repose sur la fiabilité de ses moteurs. 10, 9, lancement de la séquence d'allumage. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Excepte l'explosion d'une bombe nucléaire, la Saturne V est ce que l'homme a construit de plus bruyant. Son décollage est ressenti par tous les détecteurs de secousses sismiques des États-Unis. Pendant 125 secondes, le vol se déroule parfaitement. Salle de contrôle. À vous. On perd de la puissance. Bien reçu. On a un problème. On a un effet Pogo de plus ou moins 10 G. L'effet Pogo, de puissantes vibrations le long de la structure du lanceur. Si elles s'accentuent, elles provoqueront la destruction de la fusée. Fréquence de l'instabilité de la combustion? 5 à 6 cycles par seconde. Attendez. Je crois que ça se termine. Le premier étage se sépare. Moteur coupé. Lequel? Propulseur 2. Second moteur coupé. Un propulseur. Non, c'est pas vrai. Allô? Les propulseurs 2 et 3 sont hors service. Elle retombe. Salle de contrôle, votre décision. Annulation de la mission. Annulation de la mission. Attendez. La mission est désormais parfaitement sous contrôle. Bien reçu. Même si la Saturne a péniblement réussi à se placer sur orbite, von Braun ne peut courir le risque d'un vol habité avec de tels problèmes de propulseurs. Les Soviétiques ont eux aussi des problèmes de moteur. Leur nouvel ingénieur Nikolai Kuznetsov a dû ajouter des moteurs supplémentaires pour fournir plus de puissance. Le premier étage compte désormais 30 moteurs. Et Kuznetsov doit faire face aux critiques du vieil adversaire de Korolev, Valentin Glouchko. Au cours du test statique du NK-15 a eu lieu une explosion partielle de la chambre de combustion. Camarades, nous ne devons plus poursuivre dans cette voie. Arrivé à ce stade, j'aimerais vous proposer de reconcevoir entièrement la N1. J'ai d'ores et déjà les plans d'un nouveau modèle utilisant notre bon vieux moteur RD-235 qui a fait ses preuves. Malgré l'opposition de Glouchko, la N1, réalisation des rêves de Korolev, fait une brève apparition sur l'aire de lancement. Mais les ingénieurs découvrent des fissures dans son revêtement extérieur. On a des nouvelles? Rien encore. Est-ce que les études que j'ai demandées sont Werner. Werner, on vient de recevoir un rapport en provenance de la CIA. Les Russes sont sur le point de placer un équipage en orbite autour de la Lune, peut-être avant la fin de l'année. Avec quoi? Voici des clichés top secrets pris par satellite de leur aire de lancement de Turatam. On y voit une fusée de la taille de la Saturne. Selon nous, il faudrait que le prochain vol de la Saturne V, Apollo 8, place des hommes en orbite autour de la Lune. C'est de la folie. Aucun vol d'essai n'a eu lieu depuis qu'on a eu des problèmes de moteur et de vibration. Je sais, mais on ne peut pas les laisser y arriver les premiers. La nation qui enverra des hommes autour de la Lune y gagnera en prestige. L'effet de propagande sera massif. Ce que vous me proposez, c'est de mettre des vies en jeu. Peut-être, mais si nous avions couru de plus grands risques, le premier homme de l'espace aurait été américain. Bon, d'accord. Nous irons. Bien. Maintenant, on va réunir. Ce qu'ignore von Braun, c'est que sans Sergueï Korolev, le programme soviétique bat de l'aile. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Quel est le problème? Une chute de pression. Et la température baisse. On a perdu 5 degrés. Vassili Pavlovitch, s'il vous plaît, laissez-nous.
Je partirai quand je voudrai. Les cosmonautes ont perdu toute confiance en Micheline. Ils en appellent au Politburo pour lancer un équipage autour de la Lune au début du mois de décembre. Ils sont tous prêts à risquer leur vie pour battre les Américains. Mais la requête des cosmonautes est rejetée. Bonne chance, les Américains. Bonne chance. Les Américains envoient 3 astronautes faire le tour de la Lune pour la première fois. H plus 155 secondes, séparation du premier étage. La fusée Saturne n'a pas volé depuis ses problèmes de propulseur et d'effet pogo. Apollo, tout se passe bien. Trajectoire et guidage sous contrôle. La poussée est parfaite. Et les propulseurs vont bien. Après le largage des propulseurs, c'est l'étape critique de l'ITL, l'injection translunaire. L'allumage du dernier moteur qui placera la fusée sur sa trajectoire vers la Lune. Apollo 8, procédure d'ITL. Bien reçu. En route pour l'ITL. Oui, merci. Ça y est. Le commandant Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders doivent parcourir 380 000 km dans l'espace et se placer pour la première fois en orbite autour de la Lune. La veille de Noël, les membres de l'équipage d'Apollo 8 deviennent les premiers êtres humains à contempler la surface de la Lune. Lorsqu'ils disparaissent derrière la Lune, tout contact radio est perdu. S'ils ne réussissent pas à se placer en orbite lunaire, ils continueront leur vol, perdus dans l'espace à jamais. Apollo 8, répondez. Apollo 8, ici Houston. Apollo 8. Apollo 8, ici Houston. Bienvenue dans la Lune, Houston. C'est extraordinaire, étonnant. Et soudain, alors qu'ils surgissent de la face cachée de la Lune, un spectacle encore jamais vu apparaît sous leurs yeux. Le clair de terre qui illumine la surface désolée de la Lune. L'équipage d'Apollo 8 vous souhaite une bonne nuit, bonne chance, joyeux Noël à tous, et que Dieu vous bénisse, vous tous, sur cette bonne vieille terre. L'équipage d'Apollo 8 s'est approché à moins de 120 km de la surface lunaire. La prochaine étape est de poser réellement un homme sur la Lune. Bonjour, camarades, c'est un honneur. À peine 17 jours avant la mission américaine vers la Lune, Micheline est prêt pour le lancement d'un vol inhabité de sa fusée lunaire. Nous allons savoir qui avait raison. Pour que le vol soit un succès, les 30 moteurs de Kuznetsov doivent s'allumer ensemble.
5, 4, 3, 2, 1. La fusée est réduite en miettes par une déflagration presque équivalente à celle d'une bombe atomique. C'est l'explosion la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale. Causée par une simple étincelle aspirée dans l'une des pompes de carburant, l'explosion a dispersé les débris de la fusée sur plus de 10 km. Cet échec restera secret d'État pendant 20 ans. Le désastre met un terme à la carrière de Vassili Michine. Aux États-Unis, il reste un dernier détail à régler avant l'alunissage. Le choix du drapeau. Pour s'assurer qu'aucun fabricant ne puisse revendiquer la bannière plantée sur le sol lunaire, c'est une secrétaire de la NASA qui choisit le drapeau au hasard. Le 16e jour du mois de juillet, le commandant Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins, l'équipage d'Apollo 11, prennent le chemin de l'aire de lancement. Un million de personnes s'est rassemblé à Cap Canaveral pour assister à leur départ. Et à travers le monde, un demi-milliard de téléspectateurs les regardent. Les moteurs principaux de la Saturne doivent fonctionner 150 secondes pour placer l'équipage en orbite en toute sécurité.
25 ans se sont écoulés depuis le jour où Von Braun a apporté aux États-Unis sa technologie en matière de fusée. Maintenant, il est en passe de réaliser son rêve le plus cher. Envoyer un homme sur la Lune. Comment ça se passe? Eagle s'envole. Bien reçu. Michael Collins reste en orbite dans le module de commande. C'est parti, on y va. Tandis que Neil Armstrong et Buzz Aldrin se dirigent vers le sol lunaire. Eagle se comporte très bien. 35 degrés, 750, descente à 23. En descente, 540 à 15. 250 pieds à 4. Altitude et vitesse correcte. Mais alors qu'ils tentent de trouver un endroit où se poser, le carburant s'épuise dangereusement. On descend gentiment. 200 pieds à 4,5. 5,5. 100 pieds, 3,5. En avant 9. 75 pieds. Ça se présente bien. On ralentit. En avant 6. 60 secondes de carburant. Lumière. En avant. En avant. 40 pieds, 2,5. On soulève de la poussière. Une ombre à peine visible. En avant, 4. Déportation légère vers la droite. 30 secondes de carburant. Contact. Arrêt des moteurs. On vous reçoit 5 sur 5, Eagle. Houston, ici la base de la tranquillité. Eagle s'est posé. Comme de la poudre. C'est très très fin. Bien, je vais descendre de l'échelle. Un petit pas pour l'homme. Un pas de géant pour l'humanité. Alors que Armstrong et Aldrin sont sur la Lune, une sonde soviétique envoyée lors d'un dernier effort pour s'approprier un peu de gloire survole leur site d'alunissage. Elle s'écrase en un lieu au nom de circonstance, la mer des crises. Von Braun supervisera 5 autres missions couronnées de succès qui enverront des hommes vers la Lune. Sa plus grande vision, celle d'une base lunaire et d'équipage s'envolant vers d'autres planètes, reste encore à accomplir.